La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cet autre numéro de votre émission Face à Face. Je reçois pour vous aujourd'hui M. Louis-Marie Bouaka, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée. Avec lui, nous débattrons des questions entre autres liées aux droits de l'homme, à l'état de droit, mais surtout de la réconciliation nationale, un processus entamé par la Guinée. Bonjour M. Bouaka. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Si. Comme vous le savez, la Guinée est engagée dans un processus de réconciliation nationale depuis plusieurs années maintenant. Quel est le rôle joué par le système des Nations Unies à travers le Haut-Commissariat des droits de l'homme en Guinée dans cette mise en place? D'abord, avant la signature de l'acte d'engagement entre la Guinée et la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, je voudrais mentionner le mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en ce qui concerne la réconciliation nationale. Notre mandat a été signé en mai 2010, dans lequel il est mentionné que le Haut-Commissariat doit accompagner le gouvernement dans le processus de réconciliation nationale. Et en 2011, le gouvernement a signé un acte d'engagement avec la Commission des Nations Unies pour la consolidation de la paix, dans lequel il est particulièrement mentionné que les Nations Unies devraient accompagner la Guinée dans le processus de consultation nationale, et tout en mentionnant les grands piliers qui gouvernent le mécanisme de justice transitionnelle, à savoir la vérité, la justice, les réparations et les garanties de non-répétition. C'est à ce titre que les Nations Unies, le système des Nations Unies en Guinée, ont accompagné depuis 2011, lorsque le président de la République a nommé les coprésidents, le grand imam et l'archevêque de la ville de Conakry comme coprésident de la commission provisoire de réflexion sur le processus de réconciliation nationale. Et évidemment, dans le système des Nations Unies, il y a la répartition des tâches. Le PNUD coordonne tout ce qui est appui à la justice. Le Haut-Commissariat coordonne tout ce qui est appui au processus de justice transitionnelle, qui est une question de gestion du passé, de gestion des violations des droits de l'homme. Et donc, c'est dans ce cadre que le système des Nations Unies en Guinée a accompagné la commission provisoire de réflexion sur le processus de réconciliation nationale par des voyages à l'étranger, dans certains pays qui ont déjà connu cette opération. Le PNUD s'est particulièrement occupé de la logistique et de la mise à disposition des coprésidents, d'un conseiller technique. Et l'UNICEF
est intervenu pour élaborer l'histoire récente de la Guinée, en collaboration avec le ministère de l'enseignement pré-universitaire et le ACDH pour l'appui conseil stratégique auprès de ces deux coprésidents. Mais nous avons particulièrement fait beaucoup d'activités de sensibilisation parce que c'est un concept nouveau. Et il a fallu faire beaucoup de séminaires et ateliers au niveau du gouvernement, du Parlement, de la société civile, des associations de victimes et aussi des opérateurs de médias. Et nous avons assisté dans le cadre de notre mandat ce processus, mais je rappelle que c'est un processus national, que le système des Nations Unies ne doit rien imposer, puisque même dans l'acte d'engagement, il est indiqué que l'accompagnement doit tenir compte des particularités de la Guinée, puisque la Guinée a son histoire. Tout à fait. L'avant-projet de loi portant création de la commission, comme vous le dites, Vérité, Justice et Réconciliation, a été adopté récemment au cours d'un atelier où le HCDH était partie intégrante. Dites-nous, à ce stade, quelles sont vos attentes? D'abord, avant de parler des attentes, je voudrais résumer en quelques mots les recommandations qui ont été formulées suite aux consultations que les coprésidents ont faites auprès des populations. À l'issue de ces consultations, les coprésidents ont résumé les recommandations, ont résumé en 23 points les recommandations. Mais sur ces 23 recommandations, on peut les regrouper en 3 catégories. La première catégorie rappelle l'engagement de la Guinée dans le processus de réconciliation nationale et aussi par rapport aux engagements internationaux, tout en mentionnant les principes de vérité, de justice, de réparation et de garantie de non-répétition. La deuxième catégorie porte sur les réformes déjà engagées. Les réformes du système de sécurité, de la justice et de l'administration. Les populations ont souhaité que ces réformes puissent continuer afin qu'elles puissent aboutir les objectifs. Et troisièmement, c'est la mise en place, c'est une recommandation nouvelle, c'est la mise en place d'une commission vérité après une réflexion approfondie. Ainsi, lorsque les coprésidents ont remis les recommandations et les rapports de leur travail au président de la République, il a pris le temps pour le lire et en octobre 2016, il a demandé au gouvernement, au Premier ministre, de mettre en œuvre les recommandations issues des consultations nationales. C'est ainsi que, sur initiative de la primature, ce projet de loi a été élaboré. Dans la ligne des recommandations, les populations ont souhaité qu'une commission vérité soit mise en place à travers une loi, pas un acte réglementaire, un arrêté, soit un décret, pas une loi. Et donc c'est dans ce cadre que la primature a élaboré un projet de loi. Mais la démarche entamée est à saluer parce que sur le draft, la primature a jugé nécessaire d'associer les ONG des droits de l'homme, les associations de victimes, l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme, l'Assemblée nationale, certains ministères clés et aussi les partenaires techniques et financiers, y compris les Nations Unies, l'ambassade des États-Unis, l'Union européenne et aussi d'autres ONG internationales telles que FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, et OSIWA. Les projets de loi
précise bien le mandat d'une telle commission, la composition et le mode de fonctionnement. Mais notre attente, je souhaite qu'il y ait une appropriation nationale, puisque une telle commission ne peut que refléter ce que le pays veut pour que la Guinée puisse choisir son chemin de réconciliation. Vous êtes le représentant du HCDH en Guinée, M. Bouaka. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui du respect des droits de l'homme en Guinée? Bon, avant de parler du respect des droits de l'homme de manière particulière, je voudrais dire de manière générale. Lorsqu'on parle de respect des droits de l'homme dans un pays, on voit ce que dit la Constitution. On voit aussi les engagements internationaux de l'État. Et on voit s'il y a des retombées au niveau des populations qui sont les bénéficiaires de ces droits. Et je voudrais aussi rappeler que l'État a des obligations. L'État a 3 obligations en matière de droits de l'homme. L'obligation de respecter, l'obligation de protéger et l'obligation de réaliser, c'est-à-dire faciliter les conditions de jouissance des droits de l'homme. La Guinée est un pays en pleine mutation depuis 2010. Il y a le renforcement des dispositifs en matière de promotion et de protection des droits de l'homme par le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté qui a des attributions des droits de l'homme. C'est ce ministère qui est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Et ce ministère est en train de préparer la politique stratégique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Et il y a aussi, la Constitution l'a prévu, l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme, qui a un mandat, qui a des attributions. Et aussi, il y a le comité interministériel chargé de rédiger des rapports aux organes des traités. Mais ce sont des manifestations de bonne volonté, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever, notamment en termes de violence basée sur le genre, en termes d'atteinte aux libertés, en termes de lutte contre l'impunité. Et ce sont ces préoccupations qui font qu'il y a des réformes qui ont été conçues et qui sont en cours, la réforme de la justice. Il faut toujours avoir la hauteur de vue et pour dire que les changements sont engagés. Mais je voulais dire en toute sincérité, récemment, le Haut-Commissaire des Nations Unies a présenté le rapport sur la Guinée devant la délégation de la Guinée à Genève, dirigée par le ministre d'État et le ministre de la Justice et aussi par le ministre de l'Unité nationale. Le Conseil a reconnu par rapport aux années précédentes des progrès, qu'il faut nécessairement consolider ces acquis. Il y a eu moins de torture par rapport aux années précédentes, mais je ne dis pas que ça n'existe pas, les tortures. Mais il y a eu régression. Il y a eu aussi une nette amélioration dans les délais de garde à vue. Mais ce n'est que des améliorations qu'il faut appuyer pour que ça continue. Et aussi, vous avez vu, en 2016, il y a eu très peu de procès, parce qu'il y avait la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Ces nouveaux codes ont été adoptés par l'Assemblée nationale et promulgués. Il fallait notamment faire la sensibilisation du personnel judiciaire sur le contenu de ces codes, le code pénal et le code de procédure pénale. Et vous avez vu, depuis un certain temps, les procès sont ouverts un peu partout en Guinée. Les tribunaux de grande instance ont maintenant la compétence en matière criminelle. Et donc, je pense que les réformes sont considérées comme un espoir pour le temps à venir. Et dans quelles conditions votre institution accompagne la Guinée à consolider la gouvernance et l'état de droit? Oui, vous savez, nous avons un accord qui nous lie avec l'État et nos partenaires principaux sont les membres du gouvernement. Nous avons au niveau des forces de défense et de sécurité des points focaux qui nous aident beaucoup.
Et il y a une opportunité pour laquelle les autorités nous associent. Je parlais tout à l'heure des réformes du système de sécurité. Nous sommes associés. Il y a 2 ans de cela, nous avons fait le tour du pays avec une mission de l'état-major pour la vulgarisation des codes de conduite des forces de défense et de sécurité. Et nous sommes aussi associés à la réforme de la justice. Et ce sont des opportunités qui nous est offertes pour pouvoir contribuer sur les dimensions en prise en compte des droits de l'homme. Et aussi, nous avons un comité de suivi des violations des droits de l'homme, dont sont membres l'INDH, certains ministères, le ministère de la Défense, de la Justice, de la Sécurité, de l'Unité nationale, la société civile. Dans ce comité, nous discutons de toutes les informations que nous recevons sur les droits de l'homme pour que les informations soient remontées à qui de droit et pour que des réponses aussi soient apportées. Et nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de la femme et de l'enfance, que nous apprécions beaucoup, le travail qui est abattu pour la promotion des droits de la femme en Guinée. Dans l'ensemble, quels sont vos rapports avec tous ces départements, justice, sécurité? Excellent. Je veux vous dire que nous avons un excellent rapport. Et ce ne sont pas des rapports personnalisés, ce sont des rapports d'institution à institution, ce sont des rapports intelligents, ce sont des rapports professionnels. La Guinée participe à l'opération de maintien de paix au nord du Mali. Quel a été votre apport dans la préparation du bataillon Gangan? Oui, c'est une question très importante. Vous savez, ce n'est pas tous les États qui sont admis à envoyer des troupes dans les opérations de maintien de paix. Il y a des critères d'éligibilité qui sont examinés au niveau des départements de maintien de la paix des Nations Unies à New York. Et si la Guinée participe à cette opération, c'est que certaines conditions sont remplies par l'armée. Une armée qui est déployée dans une mission de paix est projetée en dehors de son territoire, avec des missions nouvelles. Imposer la paix ou préserver la paix. Alors, il y a des directives du secrétaire général des Nations Unies sur le respect des droits de l'homme durant ces opérations, sur le respect du droit international humanitaire et sur la non-exploitation sexuelle des personnes, des populations déjà affectées par la crise. Et donc, nous mettons toutes ces informations à la disposition des forces qui vont participer au maintien de paix. En collaboration avec le ministère de la Défense et l'état-major, nous avons contribué à la préparation du contingent Gangan à Kindia et jusqu'à présent, les choses se passent très bien en matière de respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire. Et ce qui est important, dans tous les mandats des missions de paix, il y a un volet sur la protection des civils. Et le bataillon Gangan, je peux vous dire, est bien outillé pour exécuter le volet de ce mandat. Et j'en profite aussi pour saluer le partenariat avec la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui nous a toujours accompagnés dans cette sensibilisation et aussi le partenariat avec le ministère de la Défense. Parlons à présent de l'opérationnalisation de l'Institution nationale indépendante de droits de l'homme. Quelle appréciation faites-vous de cette institution? D'abord, c'est une institution qui est prévue par la Constitution et qui a été mise en place en décembre 2015 et qui devait être opérationnelle. Bien que cette institution a un rôle à jouer dans la promotion et la protection des droits de l'homme de manière générale, puisque quand on voit le mandat de cette institution, mais il y a des difficultés jusqu'à présent. Cette institution n'a pas les moyens logistiques de remplir ses obligations. Et nous pensons que l'obligation qui est faite à cette institution de présenter la situation des droits de l'homme chaque année
au président de la République et puis au président de l'Assemblée nationale. Cette institution doit le faire puisque c'est une obligation. Et aussi, l'institution doit être accréditée par un comité des Nations Unies pour que cette institution puisse faire partie du grand concert qui regroupe toutes les institutions nationales d'autres pays. Mais je formule vraiment le vœu pour qu'une attention particulière soit portée à cette institution pour qu'elle puisse remplir ses obligations. Pour clore cet entretien, M. Bouaka, votre mot de la fin. Je pourrais dire une chose. Les vindictes populaires, la justice populaire, que nous observons depuis quelques années et qui, en 2016, a été très élevée. On a remarqué qu'il y avait 17 personnes qui ont subi les verdicts populaires, dont 5 ont été extraites des lieux de détention, soit de la police, soit des lieux de l'État. Je pense que c'est une façon de défier l'État. La population a des droits et la population a aussi des devoirs et des obligations. Nul n'est tenu de se faire justice. Et donc, je demanderai fortement aux populations de se débarrasser de cette pratique de violence populaire. Donc, une éducation en matière de droits de l'homme est encore très importante. Et aussi, je souhaite qu'une attention particulière soit mise sur la question des filles et femmes. On a remarqué beaucoup de viols et dont la solution ne vient pas seulement de la justice, mais la communauté doit aussi jouer un rôle pour combattre l'impunité, les victimes aussi, et les parents. Merci beaucoup à vous, M. Bouaka, pour toutes ces précisions. Merci. C'est la fin de cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir pour un autre numéro. La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.